Nos invités vont nous rejoindre, mais comme je sais qu'il y a des agendas aussi à respecter, on va essayer de démarrer quand même dans le timing, notamment Monsieur Rossi qui nous fait l'immense amitié d'être avec nous, malgré effectivement un autre rendez-vous qu'il doit honorer en suivant, et Madame Hatt, qu'on est évidemment très heureux d'avoir à nos côtés, pour parler donc aujourd'hui opportunité business, développement à l'export. On va parler donc ensemble diplomatie économique avec vous, Madame Hatt, et voir effectivement au cœur de la coopération internationale au sein du ministère de l'Intérieur, comment vous accompagnez les entreprises françaises à l'export sur un certain nombre de domaines. On vérifiera aussi et on en reparlera. Il ne s'agit pas de faire du commercial, mais bien de la diplomatie économique. Et ça, c'est quand même très important de le souligner. Et puis, les partenariats qui existent, évidemment, avec des acteurs majeurs, Business France, que vous représentez. On aura également BPI France tout à l'heure pour effectivement expliquer toutes les différents acteurs, les aides, les process d'accompagnement qui existent pour pouvoir aller à l'export et notamment accompagner les PME, les ETI, puisqu'on sait que dans cette filière de la sécurité, elles sont extrêmement nombreuses. Donc il y a beaucoup d'opportunités. On y reviendra avec Nicolas Sestier tout à l'heure de Business France sur les opportunités dans différents pays qui ont été identifiés. Mais il y a aussi, effectivement, pour aller à l'export, l'envie, le besoin, parce que le marché national, évidemment, ne suffit pas pour se développer. L'envie d'aller à l'export, mais c'est aussi compliqué. Il y a des codes à respecter, il faut bien connaître le marché local, s'appuyer sur des partenaires. On y reviendra. Alors, il y a des success stories et puis il y a aussi des écueils parfois, mais qui permettent finalement aussi de ces retours d'expérience qui permettent de s'améliorer pour continuer l'aventure. Et ça, on aura le plaisir d'en parler avec Delphine Arias-Buffard de Devriware, qui est une PME qui s'implique beaucoup aujourd'hui, qui se développe énormément à l'international. Et donc, on verra comment ça se passe. Et donc, on pourra aussi bénéficier du regard de la PME qui le vit au quotidien et qui d'ailleurs travaille avec les différents acteurs qui sont présents ce soir. Donc ça permettra effectivement de voir comment concrètement tout cela s'applique. Et puis l'actualité, puisqu'il y a le dispositif qui sera présenté donc France Export lundi par le Premier ministre. Et donc effectivement, on est en plein cœur de l'actualité. Je vous propose qu'on démarre ensemble. Soit un échange, je dirais, assez interactif, dynamique, et puis que l'on puisse aussi interagir avec la salle et différentes personnes qui puissent aussi vous adresser quelques questions, si vous en êtes d'accord. Peut-être, Sophia, de débuter avec vous, nous expliquer finalement ce que fait la DCI en matière de diplomatie économique, parce que vous avez bien d'autres missions, et finalement, ce soir, c'est de celle-ci dont on va parler. Je vous laisse prendre le micro. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci, je suis très honorée d'être invitée ce soir à ce débat. Effectivement, je vais d'abord vous rappeler ce qu'est la direction de la coopération internationale. Parce que c'est un acronyme qui ne parle pas à tout le monde, même au sein du ministère de l'Intérieur. Je vous avoue que j'ai souvent besoin d'expliquer à mes interlocuteurs ce que veut dire la direction de la coopération internationale. Donc en fait, c'est une direction qui a deux autorités. J'ai la chance d'avoir deux chefs, et dans ces cas-là, on n'en a souvent pas vraiment. Mais non, j'ai deux chefs, donc le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale. Donc cette direction au sein du ministère de l'Intérieur est née en 2010 et elle a succédé à ce qu'on appelait le STIP, le service de coopération technique de police internationale, qui était né en 1961, donc après la décolonisation, et la sous-direction de la coopération internationale de la gendarmerie, qui était née en 1985. Et lorsque peu de temps, enfin l'année qui a suivi l'intégration de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, nos chefs de l'époque se sont dit qu'il était intéressant de mutualiser aussi ces compétences. Et donc la coopération internationale est née en 2010 et est faite désormais de environ 25-26% de gendarmes et 75% de policiers. Elle est implantée pour la direction centrale à Nanterre et pour donc un joli port de pêche au sein de près de Paris. Et pour le reste, nous sommes beaucoup plus exotiques puisque le réseau à l'étranger est présent dans 74 pays. Et nous avons des attachés de sécurité intérieure que l'on appelle des ASI qui sont placés sous l'autorité directe des ambassadeurs et qui sont dans 74 pays du monde. Le 1er septembre, nous ne serons plus présents que dans 73%, puisque je vais fermer le poste du Soudan. Non parce qu'il est dangereux, parce qu'il y a d'autres postes encore plus dangereux, mais parce que la rentabilité, puisque nous sommes dans la perspective aussi d'AP 2020-2022, donc avec une nécessité de faire des économies sur la masse salariale.
Donc, c'est une étude de rentabilité. Et, il a fallu que je ferme un poste et c'est celui que je ferme. Donc, 74 attachés de sécurité intérieure qui mettent en œuvre la mission dont est chargée la DCI, c'est-à-dire la coopération internationale, la mise en œuvre de la politique internationale du ministère de l'Intérieur. Et cette coopération, elle a plusieurs formes. C'est de la coopération technique, de la coopération opérationnelle et de la coopération institutionnelle. Coopération opérationnelle, c'est très simple, c'est tout ce qui est information en vue de mettre fin à l'agissement d'individus qui pourraient vouloir attenter à l'intégrité de Français à l'étranger ou de la France depuis l'étranger, puisque les terroristes n'agissent pas uniquement sur le territoire français, mais ils viennent de l'étranger, ils sont financés à l'étranger, les armes viennent de l'étranger. Voilà. On a souvent du mal à expliquer à nos concitoyens que la sécurité intérieure se fait d'abord depuis l'extérieur. Donc cette coopération opérationnelle, elle est quotidienne et elle est destinée, nous n'avons pas dans nos compétences la recherche et le traitement du renseignement, mais sans vouloir, nous en recueillons. Et ce renseignement, en revanche, nous ne l'exploitons pas et nous le transmettons aux services qui ont à en connaître. Ça, c'est pour la coopération opérationnelle. La coopération technique, ce sont les actions, et plus de 2400 actions par an que nous menons, des actions de coopération, d'entraînement, de partage de connaissances, de partage de savoir, à l'étranger comme en France. Je vous donnerai quelques exemples. 2 experts du RAID ou du GIGN qui vont former leurs homologues, la BIP, au Sénégal. Il y a 2 experts qui vont partir une semaine et qui vont permettre à ce service d'acquérir de meilleures connaissances, des meilleures formations. C'est également des stages qui sont faits en France, des visites qui sont faites de délégations pour des échanges de connaissances, de compétences. Voilà, c'est ce qu'on appelle la coopération technique. Et la coopération technique vient en soutien de la coopération opérationnelle, parce que pour entretenir de bonnes relations, il faut aussi pouvoir dispenser nos compétences et nos connaissances. Et puis, au milieu de tout ça, nous avons le soutien à l'export. Ça fait partie de la feuille de mission des attachés de sécurité intérieure. Ils doivent participer au soutien à l'export des entreprises françaises qui travaillent dans le domaine de la sécurité, pas de la défense. Quand elles font les deux, nous privilégions la sécurité, pas la défense. Il y a un autre ministère bien mieux armé que nous pour faire cela. Donc en 2010, lorsque la DCI est née, nous avons créé un bureau qui s'appelle le bureau partenariat. Il a 2 missions. Il a la mission de favoriser le soutien à l'export des entreprises françaises, mais également d'être en relation avec tous les directeurs de sûreté des entreprises françaises implantées à l'étranger ou qui ont comme volonté de s'implanter à l'étranger. Donc nos ASI, nos attachés de sécurité intérieure à l'étranger, ont une mission de veille en matière de soutien à l'export, de veille, parce qu'il faut qu'ils sachent quels sont les matériels dont ont besoin, quels sont les équipements dont ont besoin les entreprises, les services étrangers. Et ils font savoir au bureau partenariat qui répercute à toutes les entreprises qui sont connues de ce bureau partenariat de manière totalement ouverte, bien évidemment. Bien sûr, c'est à toutes les entreprises qui fabriquent ces matériels qu'il y a lieu de se placer sur tel ou tel marché. Ça, c'est la première chose, c'est cette veille. Et ensuite, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement des experts quand ils partent à l'étranger pour qu'ils montrent, les experts français pour qu'ils montrent le matériel français qu'ils utilisent, mais également les délégations étrangères quand elles viennent en visite, des délégations de haut niveau. Nous leur proposons également de rencontrer les dirigeants d'entreprises françaises qui fabriquent du matériel, mais également les stagiaires quand ils viennent faire un stage en France, nous leur montrons le matériel. Voilà, c'est en cela que cette diplomatie économique est une des missions de la DCI. Alors, merci beaucoup, Sofiette. On parle évidemment de Business France qui soutient et qui accompagne les entreprises à l'international. Est-ce que vous pouvez, peut-être dans la continuité de ce que vient d'évoquer Sofiette, la mission qui est la vôtre, comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises et puis les relations également avec les acteurs, puisque alors j'ai pour le coup eu la chance de pouvoir dialoguer avec des bureaux Business France dans différents pays pour les articles que l'on publie dans notre revue. Systématiquement, il y avait le bureau Business France et un ASI.
il y avait vraiment ce binôme dans les différents pays. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une vraie coopération des acteurs dans les différents pays. Alors vous, c'est 60, là il y en a 74. Donc on voit bien effectivement que dans la majorité des pays, il y a une vraie coopération qui s'opère donc au cœur finalement presque des ambassades sur place. Oui, bonjour à tous. On a effectivement beaucoup de points communs. On a peut-être un petit peu moins de pays, mais un peu plus de collaborateurs. Et on partage une chose, c'est que vous avez 2 patrons. Moi, j'ai 3 tutelles, 3 ministères. Donc voilà. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité. Finalement, c'est pas plus mal. Bon, Business France, c'est l'agence française pour l'internationalisation de l'économie avec 2 missions principales. Attirer en France les investissements étrangers, dire aux potentiels investisseurs que finalement c'est peut-être mieux de venir en France quand ils ont un projet de développement européen que d'aller chez nos collègues britanniques ou allemands. Et ça, pour le coup, ça marche plutôt bien. Ça marche bien en ce moment. Voilà, on a des résultats très positifs. Alors, c'est à la fois parce que ça va mieux en France qu'on a fait des réformes et qu'on est plus attractif, mais c'est aussi parce que les autres vont potentiellement moins bien. Donc le Brexit, pour ça, est plutôt pas mal. Et puis la situation de l'Italie aussi, enfin voilà. Donc ça, c'est la première mission. Et puis la deuxième, c'est celle dont je m'occupe avec mes équipes là, qui sont au premier rang et notre partenaire stratégique qui est BPI France, c'est d'aller projeter à l'international les sociétés françaises, particulièrement les PME et les ETI. Et ça se traduit très concrètement par finalement 4 ou 5 typologies d'actions. Premièrement, c'est comme on a des bureaux dans 60 pays dans le monde, identifier sectoriellement toutes les opportunités pour les entreprises françaises qui sont captables, c'est-à-dire les marchés qui s'ouvrent, les besoins en matière d'équipement, là en l'occurrence, les nouvelles technologies que recherchent des grands opérateurs étrangers ou des États étrangers, etc. Et donc établir chaque année une cartographie du champ des opportunités qui peuvent être captables finalement par le tissu industriel français. Deuxièmement, une fois qu'on a fait ça, faut le diffuser. Et là, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, on a des équipes sur le terrain en France qui sont beaucoup plus capables de faire ça, mais on travaille aussi avec toutes les organisations professionnelles, les ministères, etc. Mais ensuite, il faut y aller. Il faut aller sur le terrain. Il faut projeter finalement les entreprises ou les aider à se projeter sur les différents marchés sur lesquels elles veulent aller. Et donc, là, on le fait à travers soit des opérations dites collectives, c'est-à-dire des missions d'entreprise sur une thématique particulière. On en fait à peu près 450 dans le monde chaque année, qui représentent plus de 7500 entreprises françaises servies sur ces formats-là. C'est 150 pavillons sur des salons, des pavillons France pour afficher une image France globale et rencontrer sur des salons incontournables dans un secteur d'activité tous les visiteurs et toutes les délégations étrangères qui passent. Gros événement l'année prochaine en Allemagne, Interschutz, qui a lieu tous les 5 ans et sur lequel on aura encore une fois une présence française assez massive, à peu près une 40aine d'entreprises, on espère la visite du ministre, etc. Et puis aussi d'autres types de délégations beaucoup plus pointues que là, dans le secteur spécifique de la sécurité, on va identifier en amont et mener en lien avec les ASI dans les ambassades, parce que nous, on a des équipes qui sont organisées sectoriellement, mais qui ne peuvent pas maîtriser la palette de tous les secteurs d'activité dans tous les pays du monde. Et là, la collaboration avec des services qui sont très en amont sur la coopération technique que vous avez évoquée avec les autorités locales qui peuvent identifier les besoins très en amont et qui ensuite, en matière de coopération opérationnelle, ont déjà montré quelques équipements, comment ils fonctionnaient, comment ils étaient utilisés par les services français, etc. Tout ça, ça nous permet ensuite d'arriver à constituer une délégation d'entreprises qui sont capables de fournir ce type d'équipement, et puis d'assurer toute la logistique du déplacement localement, de trouver en dehors des contacts principaux des ministères, les contacts dans la sphère privée aussi, qui peuvent distribuer ces produits-là, parce qu'ils ne vont peut-être pas être achetés directement par le ministère en question, il faut respecter certains circuits de distribution. Et puis pour les sociétés qui ont des technologies entre guillemets duales, c'est-à-dire à la fois sur la défense et la sécurité ou sur la sécurité et le secteur civil, etc., très souvent, c'est bien de gagner un premier
contrat, mais ensuite, il faut pérenniser son activité dans le pays. Et du coup, il faut trouver d'autres sources de contrats potentiels où il faut aller dans les pays voisins, etc. Et là aussi, nos équipes font ce travail d'accompagnement. Donc, on est vraiment sur la partie amorçage de l'export, c'est-à-dire tout ce qui est B2B pour trouver ses clients potentiels, ses distributeurs potentiels, ses partenaires technologiques ou de joint venture s'il y a besoin. Après, nous, on va jusqu'au moment où les sociétés génèrent les premiers courants d'affaires et commencent à développer de manière pérenne leur business. Et ensuite, on considère que c'est peut-être moins du domaine public d'apporter un soutien aux entreprises qui ont déjà ces courants d'affaires. Et là, pour les besoins ultérieurs, on passe le relais à l'ensemble de nos partenaires locaux dans le pays pour aller trouver des ressources humaines, implanter une filiale, par exemple, ou une structure pérenne, etc. Le seul service qu'on fournit et qui est, lui, plutôt aval, c'est ce qu'on appelle les VIE. Vous savez, ces jeunes volontaires internationaux en entreprise. On en a aujourd'hui 10 600 partout dans le monde qui, juste après leurs études, vont passer entre 6 mois et 24 mois. Là, on en a dans 134 pays aujourd'hui pour travailler au développement d'une entreprise française à l'étranger. Alors, pourquoi c'est intéressant pour une entreprise? Parce que c'est une ressource qui, en général, est prête à aller à l'international, qui est formée pour ça. Souvent, comme on peut faire partir les jeunes jusqu'à l'âge de 28 ans, ils ont déjà une connaissance sous forme de stage ou autre de la zone en question, du pays ou du secteur d'activité. Ils peuvent passer jusqu'à 6 mois dans votre boîte en France pour connaître bien quels sont les aspects techniques des produits, etc. Et puis ensuite assurer leur rôle de business développement. Et puis surtout pour l'entreprise, c'est beaucoup moins cher que d'envoyer un expatrié. Et c'est surtout Business France qui s'occupe de tout, puisque c'est nous qui faisons écran en fait, entre l'entreprise et le jeune. Et l'employeur officiel de l'entreprise, c'est nous, comme ça vous n'avez rien à gérer. Voilà. Donc voilà tous les types de services qu'on peut fournir sur toute la chaîne. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne peut bien travailler qu'à partir du moment où on est une ossature publique, mais d'un écosystème public-privé, d'un ensemble de partenaires, en fait. Alors, il y a les partenaires publics qui sont les ministères, qui sont l'INPI, par exemple, pour la propriété industrielle. On a un accord spécifique avec eux. S'il y a un sujet de propriété industrielle, quand vous allez sur un marché particulier, on peut activer tout de suite la personne de l'INPI qui vient faire un diagnostic, etc., qui vous dit ce qu'il faut protéger. Machin. C'est évidemment BPI France sur la partie financement, etc. Et puis, c'est aussi toutes les associations professionnelles et l'ensemble du secteur privé. Donc, on travaille beaucoup sur ces opérations-là avec les 3 groupements de sécurité, J4, GIFAS, GICAN, avec les clusters, etc., de manière à véritablement mettre sous tension l'ensemble de l'écosystème sur cette problématique internationale. J'évoquais en introduction le dispositif France Export qui va être officiellement donc présenté lundi. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Alors, on ne grille évidemment pas la primeur du Premier ministre qui va présenter, lancer le dispositif, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on va en attendre finalement? Oui, alors... il a déjà été lancé par le Premier ministre le 23 février 2018. Donc, c'est pas tout à fait... Voilà. Là, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire le premier bilan et puis le lancement d'un outil digital qui fait partie de cette réforme. En fait, globalement, cette réforme, elle a 2 objectifs. C'est d'essayer de faire générer plus d'exportations à notre cœur de cible, qui sont les PME, les ETI et accessoirement aussi les startups. On traite très peu des grands groupes, on n'accompagne pas les grands groupes, ils sont déjà internationalisés, ils ont d'autres réseaux, etc. Donc, essayer de générer plus d'exportations sur cette typologie-là d'entreprise et aussi de générer plus d'exportateurs, parce que le problème de la France, c'est que ça fait 20 ans qu'on a 125 000 exportateurs, plus ou moins selon les années. En ce moment, on est plutôt sur le haut de la vague, on a eu 1500 exportateurs de plus l'année dernière, mais on a quand même du mal à générer des vocations nouvelles chez les primo-exportateurs ou des entrepreneurs qui se disent il faudrait que j'y aille, mais c'est trop compliqué, je ne sais pas comment faire, je ne parle pas anglais, je n'ai pas de site web en anglais, etc. Comment je fais? Voilà. Donc du coup, ça, c'est les 2 objectifs de la réforme. Ensuite, on est parti d'une conviction, c'est que on peut avoir les meilleures équipes du monde à l'étranger, et on pense qu'entre la DCI, nous, les autres services des ambassades, les chambres de commerce françaises à l'étranger, etc., on a quand même un beau tissu pour accompagner les entreprises quand elles sont sur le terrain. Si on ne va pas finalement les chercher sur le territoire français,
on ne va pas créer des exportateurs nouveaux. Donc, on part de cette conviction qui est que la bataille de l'exportation, quelque part, elle se gagne d'abord sur les territoires en France. Et donc, on a conclu l'année dernière, sous l'égide du Premier ministre, une alliance stratégique avec les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, qui ont un réseau, lui, de proximité dans les territoires au plus près des entreprises qui les connaissent et qui les voient au quotidien. Et on a créé des équipes communes, Business France, CCI, dans chacune des, alors j'allais dire des 13 régions de France. Il nous manque la Bretagne, mais s'il y a des Bretons dans la salle, qu'ils soient rassurés, parce que dès le mois de juillet, normalement, on va pouvoir démarrer aussi sur la Bretagne. Et ces équipes communes, on les a réorganisées, on leur a donné une dominante sectorielle de connaissances marché à l'étranger. Donc, les personnes qui vont suivre le secteur de la sécurité ne vont pas aller voir des entreprises qui font du vin spiritueux ou des entreprises qui font de la tech, ce qui n'était pas le cas auparavant. On les forme également pour leur donner cette vision du monde, des opportunités dans les différents secteurs pour qu'ils sachent comment les secteurs se développent à l'étranger, quels sont les canaux de distribution des produits, quels sont les marchés qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. De manière à ce qu'ils soient véritablement crédibles dans l'approche qu'ils ont des entreprises. Et puis, on leur a fixé des objectifs assez ambitieux pour aller au-devant des entrepreneurs, pour inverser finalement la tendance qu'on avait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait un programme d'offres, d'opérations à l'étranger, et on disait, on va essayer d'avoir le maximum d'entreprises pour venir sur chacune de nos opérations, pour les accompagner à l'étranger, parce que tel marché, il est génial, tel marché, il est génial. Sauf que finalement, ce n'est pas comme ça que les entrepreneurs réagissent. Eux, les entrepreneurs, il faut d'abord aller le voir, comprendre sa problématique, comment il doit se structurer pour aller progressivement vers la mise en place d'une démarche internationale, quelles sont les briques de solutions qui peuvent lui manquer pour aller à l'international, est-ce qu'il a besoin de se former sur les incoterms, est-ce qu'il a besoin de financement chez BPI, etc. Et ensuite, à partir de ça, établir le plan de développement, de projection à l'international et l'accompagner vraiment dans la durée. Et puis on avait beaucoup de retours aussi qui nous venaient des entreprises qui étaient de dire, tous les mois, je suis appelé par... je reçois 10 mailings de Business France, 3 de la DCI, 5 de CCI France, etc., qui me disent qu'il faut aller un coup aux États-Unis, un coup en Chine, un coup machin. Voilà, donc on veut arrêter ça. Et du coup, là, chaque entreprise qui sont dans le cœur du tissu exportateur français, c'est-à-dire les 60 000 boîtes qui exportent entre 50 000 euros et 1,5 million d'euros à peu près de chiffre d'affaires, elles auront leur coach de l'international dédié dans leur territoire qui les connaît de manière relativement intime et puis qui ensuite sait comment elles peuvent se développer à l'international. Donc ça, c'est la première partie physique de la réforme. Et puis la deuxième partie que lance le Premier ministre lundi à Rouen à l'invitation d'Hervé Morin, c'est que ça, c'est bien pour développer plus d'exportation et le tissu exportateur actuel. On veut aussi développer la culture de l'export au sein des entreprises qui n'exportent pas aujourd'hui ou très irrégulièrement. Il y a à peu près 200 000 exportateurs potentiels qui n'exportent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, parce qu'ils ne parlent pas anglais, ce que je disais tout à l'heure, etc. Et du coup, on a voulu simplifier les choses. Et là, on ne peut pas leur mettre un coach derrière à chacun parce qu'on n'a pas assez d'équipe, on n'aura pas les moyens de le faire. Mais par contre, on le fait de manière digitalisée. Et on va le faire sous l'égide des régions, parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui ont le pouvoir et les compétences en matière de développement économique. Et on est en train de mettre en place donc, des plateformes de l'export, plateformes régionales de solutions, on appelait ça, sur lesquelles chaque entrepreneur pourra aller auto-diagnostiquer sa capacité à vendre ses produits à l'étranger, à se développer, etc., voir qu'est-ce qui lui manque, et puis ensuite trouver sur une espèce de marketplace la totalité des différentes briques de solutions locales, d'ailleurs, des solutions vraiment de sa région, qui lui manquent pour pouvoir se structurer, se développer à l'international. Donc il va trouver sur cette plateforme à la fois les opérations qu'on fait ensemble avec la DCI, mais en amont et en aval, bien d'autres types de services, mais qui sont tous liés à travers ce fil rouge de l'international. Donc effectivement, plus de proximité et puis répondre aux besoins les plus précis des différents acteurs. Surtout avoir un système qui soit d'une part simple et lisible vu de l'entreprise, vu de l'entrepreneur, qu'il ne soit pas assailli de tas de demandes en permanence qui lui donnent le tournis et qui finalement le conduisent à ne pas faire grand-chose. Également qu'il n'ait pas à répéter plusieurs fois la même chose à chaque fois qu'il veut aller quelque part, parce que c'est aussi ça. Alors, il y a une réforme de l'administration, je ne sais pas si vous avez vu ça il y a quelques années, c'était « dites-le nous une fois ». Voilà, donc là,
On a acquis également un CRM, voilà, je rentre dans les détails, mais sur lequel qui va nous permettre globalement, avec nos partenaires des CCI, etc., d'être sûr qu'on a l'information et qu'on ne va pas demander à chaque fois aux entreprises de tout répéter, etc., etc. Donc lisibilité, simplicité et accompagnement dans la durée avec la totalité des briques disponibles pour pouvoir aider les entreprises. Sofiane, est-ce qu'on peut peut-être illustrer ce que vous évoquiez à travers le bureau partenariat et l'action de la DCI à travers un ou deux exemples de success story, je dirais, dont on peut parler, que l'on peut partager avec nos invités de la DCI dans un ou deux pays. Comment ça s'est passé? Parce que vous disiez, vous pouvez, à travers la veille, diffuser des informations auprès des entreprises, mais comment ces entreprises peuvent-elles être aujourd'hui, entre guillemets, référencées ou connues de la DCI? Alors, je vais vous communiquer une adresse mail qui est fantastique. C'est l'adresse mail du bureau partenariat de la DCI, qui est extrêmement utile. C'est DCI, le tiret du 6, partenariat au pluriel, @intérieur.gouv.fr. Ce sont 3 fonctionnaires de la DCI qui sont chargés de cela uniquement. C'est-à-dire qui sont le lien entre les entreprises françaises, pas les grandes, vous l'avez dit très justement, les grandes n'ont pas besoin de nous parce qu'elles sont bien en avance sur nous et elles ont des moyens totalement différents. Mais elles peuvent aider les petites, et ça serait bien. Elles peuvent les amener, elles peuvent les embarquer dans leur sillage. Mais toutes ces entreprises, nous sommes à leur disposition. Celles qui ne nous connaissent pas, nous les recevons à Nanterre. Nous les conseillons. Alors, nous ne faisons du prêt-à-porter, à la différence de vous qui faites du sur-mesure. Nous ne faisons que du prêt-à-porter parce que nous sommes une petite structure. Nous ne sommes que 3 à Nanterre. Mais nous sommes 300 à l'étranger. Donc, la structure est très vaste et c'est un réseau qui est extraordinaire et qui fait beaucoup d'envieux, même dans d'autres pays. Voilà. Et ce bureau, il est en lien, voilà, il est à la disposition des entreprises françaises et il est en lien sans cesse avec l'étranger et en lien avec vous, parce qu'on en parlait juste avant d'intervenir, sur la concordance les besoins, les savoir-faire des entreprises françaises et ce que nous savons, les marchés que nous supputons ou les marchés que nous provoquons, parce que nous sommes aussi... il appartient à nos attachés de sécurité intérieure, ça fait partie de leur mission, de suggérer aux pays, aux services étrangers, de s'équiper pour être plus performants dans tel ou tel domaine. Et là, j'en ai parlé en plaisantant, mais les camions lanceurs d'eau, c'était avant les gilets jaunes. Les camions lanceurs d'eau que nous avons vendus à Hong Kong. C'était l'année dernière, et quand j'ai reçu le ministre de la Sécurité hongkongais, je lui ai dit, vous les avez achetés, vous êtes venus vous former en France, mais moi je vous propose que des CRS qui sont habitués, dont c'est la mission de conduire et d'utiliser ces camions lanceurs d'eau, viennent chez vous les utiliser et vous montrer dans votre ville, avec votre topographie, comment faire pour les utiliser de manière efficace et la plus indolore possible. Parce que les camions à eau, quand on les utilise bien, ça n'est pas ce qui est le plus violent. Au contraire, ça permet de les repousser, de tenir à distance les manifestants. Voilà, ça c'est notre travail. Voilà, une success story, c'est ça. Les success stories, elles sont également sur tous les séminaires. Moi, j'encourage mes ASI à organiser des séminaires régionaux thématiques. Les Balkans, par exemple, c'est une zone dans laquelle, sur ces armes légères et de petit calibre, on a beaucoup à faire. Sur le risque numérique, on a beaucoup à faire. Et le but, c'est d'organiser des séminaires pour que ces pays se parlent, parce que nous sommes là aussi pour faire en sorte qu'entre Kosovars et Serbes, ils s'acceptent d'être assis à la même table, voilà, que tous les Balkans occidentaux se parlent. Et nous encourageons les entreprises à venir sur une partie de ce séminaire, sur une thématique très particulière. Nous les encourageons à venir. Sur les salons, tous les salons qui sont organisés, on n'a pas nommé tout, mais sur Milipol, par exemple, Milipol Villepinte, bien sûr, mais Milipol Singapour, Milipol Doha, sur le FIC, sur tous les salons, notre but, c'est, quand ils sont à l'étranger, d'emmener, d'accompagner les entreprises françaises, mais également, lorsqu'ils sont en France, de guider les délégations étrangères. Et là, ce sont nos ASI qui invitent les délégations. C'est-à-dire que le ministre, par exemple pour Milipol Villepinte, le ministre de l'Intérieur invite ses homologues et nous portons de la main à la main
Parce que c'est ça aussi, la diplomatie économique, c'est que le courrier ne suffit pas. Il faut que le ministre, il faut qu'on lui remette l'invitation en main propre. Et il faut qu'elle soit nominative. C'est pas monsieur le ministre. Bon. Et il enverra qui il souhaitera, mais le besoin, il est déjà ciblé en amont pour qu'on ne leur fasse pas visiter n'importe quoi, mais qu'on leur fasse visiter ce dont ils auront besoin ou ceux qui ne soupçonnent pas encore. Vraiment, ils ont pas, le besoin n'est pas encore défini, donc on les aide à le définir. Voilà. Est-ce que par rapport aux ASI, est-ce que sur l'année à venir, alors il y a quelques pays dont on va parler avec Nicolas dans quelques instants, est-ce que vous voyez, de par la remontée des informations des ASI, des pays, vous sentez qu'il se passe quand même pas mal de choses? L'opérateur du ministère de l'Intérieur est Civipol. Avec Civipol, nous avons beaucoup de projets. Nous définissons les projets en même temps, nous les montons. Civipol les poursuit et nous les accompagnons. Je pense à des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. La semaine prochaine, le secrétaire d'État, Laurent Nunez, se rendra en Guinée. La Guinée est un pays dans lequel qui exporte ses ressortissants de manière irrégulière et de manière très, très, très importante. En Guinée, il y a 13 millions d'habitants à peu près, et il y en a une majorité qui préférerait être ailleurs qu'en Guinée parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et le plus grand fabricant de vrais faux passeports, c'est le directeur de la police aux frontières. Donc ça ne sortira pas mais bon, dans les médias guinéens s'en sont déjà fait l'écho. Voilà. Et le but, c'est le but avec un financement européen, parce que les financements très importants, ce ne sont pas des financements bilatéraux, ce sont des financements européens. L'Union européenne est prête à consacrer des sommes très importantes à deux choses: à la construction d'un vrai état civil, parce que pour avoir une population à laquelle on va pouvoir délivrer des titres de séjour, des titres d'identité, il faut déjà qu'on la connaisse. Donc créer un état civil et ensuite créer une direction centrale de la police aux frontières et créer une agence nationale de délivrance des titres sécurisés. Et tout cela, ce sont des matériels, forcément, c'est du savoir-faire. C'est pour l'instant, l'acceptation politique est acquise. Maintenant, il faut aller sur place, monter des ateliers de travail. Et puis ensuite, on passera, une fois que ce sera fait, à la proposition de la création d'agences de titres sécurisés. Ça veut dire comment imprime-t-on, comment réalise-t-on ces documents. Donc ça, voilà, c'est tirer les entreprises françaises qui ont le savoir-faire. Ça, c'est un exemple. Mais ça n'est pas le seul. Dans cette région du monde, en Afrique subsaharienne, on connaît la démographie de l'Afrique à 20 ans. Elle sera très, très, très importante. Et il y a des pays dans lesquels il n'y a pas d'état civil, il n'y a pas de cartographie de la population, donc le contrôle est extrêmement compliqué. Pour continuer sur le thème de l'immigration irrégulière qui vient vers l'espace Schengen, nous avons une grosse difficulté avec les mineurs non accompagnés, qui ont souvent... qui semblent avoir plus de 25 ans, mais qui officiellement ont 14 ou 15 ou 16 ans. Nous avons une difficulté en France, c'est d'être en mesure de déterminer avec assurance l'âge d'un individu. Alors c'est par là une radiographie qui n'était pas destinée à ça à la base, mais c'est une radiographie. Le problème, c'est que quand vous interpellez sur le territoire français un individu dont vous pensez, qui est démuni de documents, mais qui vous dit qu'il a 16 ans, bon, vous voyez bien qu'il ne les a pas, mais il faut quand même le prouver. Mais ça veut dire qu'il faut qu'un équipage amène l'individu dans un hôpital. On va lui faire une radiographie, ça va prendre du temps. Pendant ce temps, les fonctionnaires ne sont pas à faire autre chose. Et puis l'âge, un individu de 18 à 20 ans, l'âge est fluctuant quand on lui fait la radiographie entre 1 et 2 ans. Mais s'il a 17 ans, donc il peut avoir entre 17 et 10. Bon, c'est très compliqué. Donc nous sommes en train de rechercher, c'est une demande de la direction de la police aux frontières et de la direction de la PTS, de la police technique et scientifique, dans le cadre de H2020, d'un projet européen, d'arriver avec des industriels, avec des entreprises. Il faut penser au projet avant de le présenter et de pouvoir le financer. C'est-à-dire qu'on a un besoin métier et on a des entreprises avec leurs services de développement qui vont pouvoir nous aider à monter et à définir le projet. Voilà un exemple. Merci beaucoup, Madame Hatt. Alors, Frédéric, j'ai envie de vous demander presque
poser presque la même question. Alors, effectivement, les success stories, elles sont nombreuses, de la même manière que Sophia disent dans les différents pays. On voit bien qu'il y a une émergence, effectivement, de besoins très, très forts. Est-ce qu'on peut en partager peut-être une ou deux de l'accompagnement Business France? Vous avez vu une réussite particulière? On avait décidé que c'était Nicolas qui en parlerait tout à l'heure pendant la table ronde, donc je vais lui laisser la primeur des success stories. Moi, je voudrais dire peut-être une chose, c'est que certes, nous, la DCI, c'est notre job au quotidien d'identifier ces opportunités, d'essayer de vous aider au maximum, etc. Mais n'hésitez pas non plus à systématiquement aller voir nos bureaux à l'étranger, nos correspondants ici à Paris qui s'occupent du secteur de la sécurité, les ASI dans les différents pays, et puis de leur proposer des nouvelles idées d'action qu'on peut essayer de monter. Parce que on ne peut pas maîtriser la totalité des opportunités, etc. Et très souvent, l'entreprise se sent un peu seule. Elle découvre une opportunité et dit, alors comment j'y vais? Est-ce que ça serait bien de monter une coopération, mais je ne sais pas comment faire, etc. Voilà, venez, les portes des ambassades sont ouvertes. On est en plus généralement colocalisés ensemble dans nos bureaux. Et on peut tout à fait essayer de monter finalement très souvent, il y a une étincelle qui vient comme ça d'une entreprise qui a eu un contact particulier sur un salon ou autre. Et à partir de là, on se dit, finalement, il y a un filon à exploiter. Il y a peut-être un groupement d'entreprises à amener sur une thématique un petit peu plus large. On identifie un besoin et puis c'est à partir de là qu'on arrive à gagner collectivement. Après, on parlait un peu des grands groupes tout à l'heure. Nous, on a quelques expériences qui sont intéressantes aussi. Alors, malheureusement, pas dans la sécurité, mais par exemple dans le secteur connexe, qui est celui de la défense. Mais dans la lignée du contrat des sous-marins historiques en Australie, de Naval Group, vous savez que c'est un partenariat stratégique assez large, etc. Ce qu'on s'est dit avec Naval Group et puis avec le ministère de la Défense, c'est comment on peut ensuite être sûr que toutes les PME qui sont de rang 1, 2, 3, X sur ce contrat et qui vont potentiellement intervenir, alors déjà dans les 5 années qui viennent, après on verra dans les 30 du contrat, mais déjà pour les 5 premières années, comment être sûr qu'elles vont intervenir au bon moment, qu'elles identifient les bons partenaires pour travailler en Australie, qu'éventuellement elles identifient d'autres opportunités pour pérenniser leur business là-bas, etc. Et du coup, on a conçu avec en plus les autorités australiennes, alors là c'est cerise sur le gâteau, parce qu'eux-mêmes sont plutôt très réceptifs à la chose, parce qu'ils veulent réindustrialiser leur territoire. On a conçu un programme d'accélération spécifique dans lequel on sélectionne chaque année 8 PME qui vont correspondre réellement aux besoins du contrat. Et puis, on leur fait un programme qui dure plusieurs mois pour être sûr qu'à la fin du programme, au bout de 6 mois, elles ont quasiment un business qui est viable en Australie. D'ailleurs, sur les premières promos qu'on a, c'est assez étonnant parce que les premières opportunités de contrat, elles sont finalement pas avec Naval Group parce que ça va prendre plus de temps que prévu, mais elles sont dans le reste de l'activité civile ou militaire en Australie. Donc voilà, donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut essayer de suggérer à quelques gros acteurs pour essayer pour une fois de jouer un petit peu plus collectif que ce qu'on a l'habitude de faire en France et qu'on envie très souvent à nos collègues allemands ou italiens. On a aujourd'hui des exemples qui montrent que c'est possible aussi en France. On va rester sur cette belle note d'optimisme et de coproduction, finalement, en faveur donc, du développement à l'export de nos sociétés françaises qui ont effectivement aussi une excellence reconnue qui nous est parfois enviée, ça a été souligné. Merci à tous les deux d'avoir ouvert cette session. Partagez votre expertise, votre regard, et puis on va poursuivre avec les autres invités qui vont venir effectivement s'inscrire dans la continuité, compléter ce que vous avez évoqué. Merci à tous les deux. Bien, j'invite donc les 3 intervenants suivants dont on a déjà en fait la présentation et beaucoup parlé. Nicolas Sestier, Didier Biche et Delphine Arias-Buffard, s'il te plaît. Alors, installez-vous, prenez place, je vous en prie.
Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Merci donc à Business France et Everywhere qui nous soutiennent aussi, qui sont nos partenaires ce soir. Alors on a beaucoup parlé, finalement il y a une vraie continuité parce que vous allez revenir plus en détail sur les premiers éléments qui ont été évoqués. Donc Nicolas Sestier à mes côtés, chef de service industrie Business France. Frédéric Rossi, tu as passé la main tout à l'heure et on va parler des opportunités ensemble. À tes côtés, donc Didier Biche, vous êtes délégué international, donc BPI France. On parlera donc de l'importance évidemment de l'accompagnement du financement pour aller à l'export et notamment des PME, des ETI dont on a beaucoup parlé. Delphine Arias-Buffard qu'on reçoit, et c'est pas la première fois mais c'est toujours un plaisir, directrice de la communication et des relations institutionnelles donc chez Everywhere, et je le disais en introduction, une PME qui aujourd'hui est en groupe parce qu'il y a une croissance externe très forte et qui se développe beaucoup à l'international, et donc on verra aussi le témoignage d'une PME, comment ça se passe, à la fois les success stories, ce qui se passe bien, et puis aussi les écueils, pour voir effectivement comment est-ce qu'on peut s'en servir pour, je dirais, continuer l'aventure à l'international. Nicolas, on peut peut-être démarrer avec un certain nombre d'opportunités. Sophia t'en a parlé un petit peu, Frédéric un petit peu moins, parce qu'il voulait te laisser développer cette partie. Donc je te propose de débuter avec le pays de ton choix sur les opportunités. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'histoires qui ont déjà commencé à être racontées, puisqu'avant tout, l'export, à chaque fois, on commence par une histoire, puisque finalement, on n'est pas très, très nombreux à chaque fois à commencer à initier un nouveau marché, à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on propose ça aux entreprises françaises. Ça se passe souvent dans les bureaux de la DCI à Nanterre ou dans les nôtres chez Denfert Rochereau, et autour de quelques discussions avec les groupements. Donc je pense que c'était intéressant de vous présenter 3 types de pays distincts qui vont pas tous relever les mêmes opportunités, donc il y en aura un petit peu pour tout le monde, puisque la sécurité, c'est quand même un thème extrêmement vaste, et on n'a pas fini entre la sécurité civile, le monde de l'intérieur, des fois on est aux frontières de la défense, donc chaque pays ne va pas représenter les mêmes opportunités, donc là aussi, on doit faire cet exercice-là, de se mettre à la place de l'entrepreneur et de bien identifier les bonnes opportunités. La deuxième chose, c'est aussi quand on commence à parler de pays d'export très lointains, il faut être sûr que l'opportunité soit bonne, puisque derrière, ce qu'on veut aussi, et ça on y est un petit peu attaché, c'est que l'entreprise du coup puisse y retourner et soit à l'aise pour faire du commerce là-bas, puisque l'idée pour nous aussi, c'est pas de faire que du one-shot, mais c'est que l'entreprise se sente à l'aise avec son pays de destination pour qu'elle puisse y retourner, parce qu'un contrat, en général, je pense que ça ne sera pas Everywhere qui me contredira, il y a beaucoup d'allers-retours à faire dans les pays, et c'est une affaire de conviction, et en général, on passe au moins 3 ans dans un pays avant de pouvoir y signer quelque chose d'important. Donc voilà, il faut être un peu tenace. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on peut, pour nous, il y avait trois grandes zones qu'on peut mettre en évidence ce soir. Il y a une première qui concerne déjà la Chine, puisqu'on sait très bien qu'au niveau industriel, les chiffres de croissance donnent le tournis, même s'il y a une petite accalmie ces dernières années. Cependant, on estime là qu'en 2022, c'est pas moins de 156 milliards d'euros en 2022 pour la sécurité au total, donc tout confondu. Donc ça va être le premier marché mondial. Et pour raconter un petit peu une histoire que nous, on a eue sur la sécurité civile, puisque là, à cette époque-là, on se souvient tous d'avoir vu flamber le port de Tianjin en 2015. Ça a été finalement une opportunité pour nous, et ça nous a été relayé grâce à l'expert technique international qui est en poste, donc, qui font partie des équipes de Sofiat, puisque Sofiat a beaucoup parlé des attachés de sécurité intérieure. Certains ne sont pas policiers ou gendarmes d'origine, mais sont plutôt d'origine de la sécurité civile, et donc on les appelle les ETI. Et donc on avait la chance, et on a la chance d'avoir Frédéric Lhomme qui était en Chine et qui a su se mettre en relation avec les autorités chinoises à ce moment-là. Puisque pour éviter que ça recommence, il a fallu commencer, les autorités chinoises ne voulaient absolument pas que ça puisse se régénérer, donc des discussions et des benchmarks se sont faits sur différents pays, dont la France. Et là, on a eu l'opportunité finalement de saisir un peu la balle au bond, de mettre en avant dès fin 2017 notre rétex sur les sites Céveso, comment les sécuriser, puisque nous aussi, on avait quand même connu dans les années précédentes un certain nombre d'avaries. Donc, et là, dès le départ, quand cette opportunité et ce dialogue s'est initié, on a décidé de faire un colloque
en décembre 2017 en faisant venir les entreprises. L'idée étant d'allier la doctrine et les matériels dès le départ pour donner du poids auprès des autorités chinoises, parce qu'on savait très bien que les Américains, qui étaient un petit peu en meilleure odeur de sainteté à l'époque, aussi allaient vouloir tirer leur épingle du jeu. Un certain nombre de pays aussi avaient des choses intéressantes à montrer, mais il fallait qu'on y aille avec les deux volets. Donc, chose faite. Derrière, et pour vous dire que c'est une histoire de suivi d'export sur la Chine, 2018, on s'est appliqué à traduire du coup tout le dispositif Céveso pour qu'en chinois, ce soit compréhensible, ils puissent l'amender en fonction des sites qu'ils ont. Et se sont constitués dans le parallèle avec, grâce à la FFMI, un mini GIE d'entreprises qui se sont dit, oui, effectivement, on veut suivre cette opportunité, il faut qu'on soit capable d'inviter aussi les autorités chinoises à revenir sur le territoire français pour visiter nos sites. Ils se sont arrangés avec Total et avec un certain nombre d'entreprises pour montrer ce qu'ils étaient capables de faire sur le territoire et comment ça fonctionnait ici. Donc ça, c'était vraiment un très beau suivi et assez original, puisque ça montre que le dispositif public, c'est une petite partie, on est là pour vous aider, mais derrière, après, les entreprises se constituent aussi entre elles pour aller vraiment fouiller l'opportunité. On a fait un match retour également en Chine, qui va s'organiser d'ailleurs, puisque c'est sur China Fire, où là, pareil, c'est sur le plus grand salon en Chine sur l'incendie. Et là, pareil, l'idée étant de faire venir les entreprises pour continuer le dialogue, puisque là aussi, on sait que le temps de négociation est bien différent de celui qu'on peut avoir dans d'autres pays, et que pour faire passer des lois et pour s'avantager un marché, il faut y aller sur plusieurs années. Donc voilà, c'était un peu sur la sécurité civile, vous mettre un petit peu comment on détecte une opportunité et finalement comment on arrive à la traiter avec un certain nombre d'entreprises qui sont piliers et qui vont nous aider sur 3 ans à faire un jeu collectif entre la doctrine et puis la partie finalement matérielle. Donc voilà ce qu'on pouvait un petit peu vous dire. Sur la partie Chine, en sachant qu'on a effectivement fait un sujet sur la Chine dans le magazine qui vous a été remis. Donc vous pouvez aussi, après la conférence, pouvoir en apprendre un petit peu plus et faire le suivi de ce qui vient d'être présenté à l'instant par Nicolas. On a aussi un autre sujet sur la Tunisie. Alors on n'en parle pas ce soir, on laisse la primeur donc, dans le sujet sur la Tunisie. Mais effectivement, il y a tellement de pays qu'on aurait presque pu faire un dédié uniquement avec chaque pays et chaque opportunité, tellement elles sont effectivement nombreuses. Alors là, du coup, on a parlé de la Chine. On part où maintenant ? Et là, on revient un petit peu plus proche. On se rapproche un petit peu de l'Europe et on va passer au Moyen-Orient, qui est une zone, depuis des années, extrêmement porteuse. Et je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle s'y sont frottés, que ce soit au Qatar, aux Émirats, en Arabie Saoudite. Et tous ces pays, finalement, dépendent de différentes catégories de maturité de l'exportateur. Il y a peut-être des pays un petit peu plus simples et plus business-friendly, comme les Émirats, comme le Qatar, mais qui ne sont pas moins dénués d'opportunités, et d'autres où de grosses opportunités sont aussi à prendre, comme l'Arabie Saoudite. Et là aussi, on a quelques histoires à vous raconter sur l'Arabie Saoudite, puisqu'on a fait des choses sur plusieurs années. Là aussi, le temps de négociation est assez long. Je vais juste vous citer quelques petites actualités, puisque aux Émirats Arabes Unis, par exemple, on a eu pas mal de nouveautés. La SICPA, par exemple, a été créée. C'est une autorité en charge de la protection des côtes et des infrastructures, ce qui n'existait pas auparavant aux Émirats, et qui a notamment pour rôle de faire la sécurité des OIV, de vraiment sécuriser le pays sur ces approvisionnements-là. Donc, et aujourd'hui, les Émirats, ils ont mis 16% de leur budget sur la table dédié à la sécurité et à la justice. Donc, à la fin, ça fait 2,47 milliards d'USD. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur pour eux. On sait aussi très bien ce qui se passe sur la zone. Au Qatar, notamment à Doha, on aura la Coupe du Monde 2022. On a l'exposition universelle en 2020. Et ça, ce sont... Pour les Émiratis, pour les Qataris, ce sont des rendez-vous qu'ils ne peuvent pas rater. C'est vraiment... et là, ils sont prêts à mettre tout sur la table. L'avantage de ces pays-là, contrairement à la Chine, c'est qu'aussi qu'il n'y a pas d'industrie à défendre. Donc, c'est-à-dire que tout peut s'acheter sur étagère. Ça, c'est quand même un gros avantage par rapport à des pays où il y a des... Voilà, on sait qu'on va peut-être devoir détourner un peu les choses pour passer ou s'allier avec différentes personnes. Là, l'achat sur étagère existe aussi, donc ça, c'est vraiment un avantage.
Que vous dire d'autre? C'est aussi les projets d'aéroports qui existent, puisque leur ambition, pareil, de rester et de devenir une des premières plateformes aéroportuaires mondiales demeure, donc avec un trafic sur Dubaï de plus de 220 millions de passagers par an, donc c'est vraiment des proportions gigantesques. Donc pareil, là, à chaque fois, ce sont des indices pour nous et pour la DCI pour se dire, bon, là, il va fatalement y avoir des besoins de sécurité importants. Donc c'est sur ces temps-là où on essaye, quelques années auparavant, d'aller positionner l'offre française, de venir avec vous, de monter un certain nombre de missions, puisqu'un marché, une opportunité, elle existe, mais aussi elle se crée. Donc il faut venir à plusieurs et essayer comme le font les Américains. Ce qui me permet de rebondir sur cette zone-là, une partie méfiance. Et si on reste sur la sécurité civile, ça on l'a vu, puisque finalement les normes s'orientent très vite en fonction du pays partenaire qui est passé auparavant. Et on voit très bien, pour reprendre ce qu'on disait sur la Chine, la partie normes incendie est énormément liée aux normes UL américaines, et on a beaucoup de mal à faire passer des produits européens. Et c'est pour ça que là, peut-être qu'on a raté un petit peu la fenêtre de tir à l'époque, mais ça ne veut pas dire que sur ces marchés, tout est perdu, mais que les marchés s'influencent. Et c'est pour ça que sur la Chine, on a trouvé la séquence plus intéressante, c'est dès le départ essayer d'influencer les textes de loi, d'aller voir les autorités politiques. Et il n'y a qu'en y allant en plusieurs, finalement, qu'on y arrive. Et ce qu'on envie beaucoup aux Américains, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, finalement, tous ensemble. En tout cas, côté acteurs publics, on essaie vraiment de forcer ce chasser en meute pour s'influencer les marchés. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et Arabie Saoudite, là, pareil, on est toujours un peu à la frontière avec la défense, mais c'est des marchés qui sont extrêmement prometteurs. L'Arabie Saoudite est un pays en conflit ouvert, et ça a été pour Saudi Aramco, par exemple, qui est donc leur compagnie nationale pétrolière, l'occasion de vouloir moderniser ces systèmes de protection. Et là, on était quasiment sur des demandes de défense, puisqu'on avait l'acheteur de Saudi Aramco qui est venu à plusieurs reprises en France faire des voyages, et on l'a accueilli avec la DCI et avec Business France pour à la fois faire des précisions sur les besoins qu'il avait, aller un peu plus loin sur la technique pour solliciter au bon moment les entreprises et dire, voilà, ils ont besoin de telle et telle technique ou de tel besoin, là, il faudrait que vous veniez parce que le temps est bon pour vous. Et là, avec Saudi Aramco, c'est une très belle référence pour ceux après qui veulent vendre à l'État, puisque finalement l'État saoudien reste toujours fermé, et le mieux c'est de passer par Ma'aden, Saudi Aramco, des grandes entreprises qui derrière vont vous donner une première référence sur la zone, et derrière vous permettre de vendre plus largement en Arabie Saoudite. Là aussi, c'est des choses qu'on a travaillé pendant 2 ans avec les équipes de la DCI. Donc il y a un dernier pays que l'on peut peut-être évoquer sur un sujet dont on parle aussi beaucoup en matière d'actualité, qui est la cyber, un sujet transverse, effectivement, qui est. On poursuivra aussi sur ce sujet, parce que sur la data, sur tous ces thèmes-là, effectivement, c'est au cœur de l'exercice de Everywhere. Et là, ça se passe en Croatie. Oui, ça se passe en Croatie et plus généralement dans les Balkans, l'Europe du Sud-Est. Là, encore une fois, on se rapproche, et là, pour les entrepreneurs, là aussi, on y est sensible, parce que c'est peut-être aussi des pays dans lesquels vous pouvez revenir plus facilement. C'est à 1 heure d'avion, donc ça permet de garder des liens plus forts et plus étroits, même pour les plus petites entreprises. Pour nous, là, c'est pareil, c'était donc l'ASI en place sur la zone qui a détecté un certain nombre d'opportunités et qui a même créé le besoin. Parce que c'est ce que Sofiat disait tout à l'heure. Il a vu qu'il y a un certain nombre de matériel qui avait un besoin de modernisation assez criant. Le problème aussi dans cette zone-là, et l'opportunité finalement pour nous, c'est que c'est aux portes de l'Europe et que pour l'Europe, c'est un problème. Donc il y a un certain nombre de budgets qui sont mis à disposition pour le renouvellement de matériel, pour la modernisation d'aéroports. Et tout ça, ça doit être des opportunités pour nous aussi. Donc, et là, il faut aller convaincre les directeurs centraux, d'où l'idée de monter ces colloques dont Sofiat parlait très rapidement. C'est une première colloque avec tous les directeurs centraux la première journée et avec des parties françaises, où on va expliquer comment est-ce que la France fait pour la sécurité de ses frontières, avec des personnes de la PAF, vraiment des personnes qui ont les mains dans le cambouis. Et dans un deuxième temps, on colle du coup aux thématiques qui sont données lors de ce séminaire. Et là, on fait venir des entreprises présentées pour pitcher chacune 1 minute, 2 minutes sur les solutions présentées, classées en fonction des thématiques du séminaire, pour ensuite embrayer sur des B2B.
L'idée n'étant pas faire de la proposition commerciale directe, mais de faire comprendre que, là encore une fois, la doctrine et les performances qui sont atteintes en France le sont grâce au matériel qui est développé par les entreprises françaises. Donc pareil, là on a eu beaucoup de thématiques à la fois sur la cybersécurité, qui avaient vocation à être renforcées pour la sécurité d'aéroports, pour la sécurité aux frontières, la lutte illégale d'armes, puisqu'encore, par exemple, en frontière, il y a les 3/4 des armes illégales qui transportent par voie de bus. Donc voilà, c'est vrai que c'est des choses, et c'est ce qu'on a voulu traiter. Donc là, encore, on va continuer à faire des séminaires ensemble, puisque là aussi, c'est quand même des secteurs sur lesquels on est sur des temps longs. On n'achète pas une technologie comme ça, surtout que c'est des gens qui sont plutôt regardants au prix aussi. Donc il faut être convaincant derrière et qu'ils le voient bien en usage. Donc, voilà. Peut-être avant que l'on poursuive, et notamment sur la partie financement avec Didier Biche, peut-être un mot de recommandation, je dirais, parce que tout au long des opportunités, tu as toujours aussi amené, je dirais, cette dimension de il faut du temps. L'export, c'est de l'investissement en termes humains aussi. C'est beaucoup de déplacements, donc c'est voir sur un temps long. Ce qui est parfois compliqué lorsqu'on parle à des PME, à des ETI, pour qui ça représente des budgets très importants et parfois une opportunité dont on sait qu'elle existe, mais est-ce qu'elle va pouvoir être saisie? C'est effectivement un vrai sujet. Quelles sont les recommandations, notamment pour s'appuyer, on en parlera aussi avec Delphine, sur des partenaires locaux qui sont évidemment importants? Il y a cette recommandation, il y en a d'autres? Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a... Bon, je ne serai pas le seul à répondre parce que je pense qu'on a tous beaucoup de choses à dire effectivement sur le sujet. Mais pour moi, il y a déjà 2 recommandations qui sont valables dans tous les pays du monde. Après, il y aura toujours les petits conseils qu'on peut à la fois trouver sur Internet ou quand vous passez dans les ambassades. Et on va vous donner le petit tips pour réussir votre rendez-vous, comment imprimer votre carte de visite. Voilà. Mais il y a des choses... Quand on voit, voilà, moi je vois passer quand même pas mal d'entreprises à l'année, et c'est vrai qu'on se rend compte que déjà les temps sont longs. On est quand même sur des temps industriels. Je vois rarement des entreprises vraiment réussir avant 3 ans sur un marché. Donc voilà, il peut y avoir des commandes, et bon là c'est plus de l'opportunité, mais si on veut rentrer sérieusement sur un pays, c'est quand même difficile de vraiment se trouver avec un bon de commande, et avec un peu de traction sur un marché avant 3 ans, d'où l'idée d'avoir vraiment un bon partenaire en local. Ça va vous aider dans tout un tas de choses, déjà débroussailler les codes du pays, mieux faire votre suivi, gagner en réactivité. Et ça, j'ai envie de vous dire, même dans les Balkans qui sont pourtant proches, ça va être vraiment primordial. Donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment ne pas négliger cet aspect-là. Et en fonction des pays, après, vous verrez. Est-ce qu'il faut négocier une exclusivité? Il y a des pays dans lesquels on peut le faire puisqu'on peut avoir confiance. Il y en a d'autres où il vaut mieux challenger. Donc là, pareil, après, se faire accompagner des bonnes personnes avant de signer. Je pense que là aussi, ça fait écho à du vécu. Donc on en reparlera après. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir quelqu'un qui soit un peu votre main tendue, mais après, vous-même, vous y retourniez. Parce que beaucoup d'entreprises font l'erreur de se dire, une fois que j'ai trouvé mon importateur ou mon distributeur, mon partenaire, le travail est fait, j'ai plus besoin de le faire. Et en réalité, la personne qui a signé et qui a acheté vos produits, elle l'a fait avec vous. Donc elle a besoin de vous revoir quand même à un moment donné. Il faut que vous motiviez, c'est un peu votre force de vente aussi, donc il faut y retourner. Il faut aller voir ces gens-là pour continuer à les motiver, de vous dire que votre produit, il faut qu'il y croie, sinon il ne le vendra pas. Et la deuxième chose, c'est essayer d'inscrire dès le départ, dans la durée, l'action de prospection. On est souvent très déçus, et puis nous, c'est un de nos KPI aussi à l'agence. Si une entreprise ne signe pas, nous aussi, on est déçus. Donc, il faut y aller dans la durée. Et c'est pour ça fera le lien aussi avec BPI dès le départ, parce que c'est souvent ce qu'on conseille. Dès le départ, essayez de faire un business plan avant de partir, parce que tout ce que vous allez pouvoir rendre éligible dans une assurance prospection, ça va aller jusqu'au VIE, aux billets d'avion, vos déplacements, vos frais de plaquettes, traduction. Et si vous faites ces choses-là et que vous vous projetez sur 3 ans, c'est vraiment le meilleur. Il n'y a rien de pire, et moi je l'ai vécu, j'étais en poste avant aux États-Unis et au Chili, et quand je suivais un peu plus la partie drone aux États-Unis, et une entreprise est venue pendant 2 ans, et puis la 3e année elle n'est pas revenue, et c'était un salon sur lequel on avait l'habitude de régulièrement se voir. Et un partenaire américain m'a dit, écoutez, où est cette entreprise? J'ai bien fait de ne pas lui acheter, elle a fait faillite. Non, c'est juste que l'entreprise n'était pas venue. Mais du coup, ça envoie un mauvais message. Et là, il n'y a rien de pire que ça, parce qu'après, vous n'en revenez pas. Mais c'est valable dans beaucoup de pays.
Merci beaucoup, Nicolas. Alors effectivement, tu faisais le lien avec le business plan. Alors tout au long des explications, j'ai vu effectivement Didier Biche acquiescer. On voyait qu'effectivement, il y avait un partage, même Delphine d'ailleurs, qui réagissait, où on voit effectivement que cette préparation en amont, l'intégration vraiment dès le départ, c'est primordial, et notamment le business plan. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur certains des éléments qui ont été évoqués, puis aussi nous expliquer comment BPI France intervient, accompagne les entreprises pour les soutenir dans cette démarche à l'export? Alors, oui, très classiquement, je dirais que c'est un peu dans l'ADN de la banque, donc de BPI France, que d'accompagner les entreprises. Alors, les accompagner à l'international, c'est effectivement plus récent. Je rappellerai qu'avant d'être BPI France, nous avons été Oseo. Avant d'être Oseo, on a été la BDPME. Donc, encore une fois, l'accompagnement des entreprises et des PME, PMI et ETI est dans les gènes, encore une fois, de BPI France. Dans la sécurité, dans le monde de la sécurité, il y a énormément d'innovation. Je préciserai et rappellerai que depuis quelques années, BPI France a repris aussi le rôle qui était jadis attribué à l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation de la recherche, et qu'à ce titre, nous avons aussi développé tout un panel d'aide et de soutien en matière d'innovation. Une entreprise innovante est par nature une entreprise qui s'internationalise, pas facile à dire. Et s'internationaliser, pour certains, c'est l'unique but. Beaucoup encore une fois, de start-up accompagnées. On a certaines start-up qu'on a, entre guillemets, pris sur les fonds baptismaux et qui aujourd'hui font 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je parle pas de certaines licornes, telles Criteo, mais tous ces gens-là, bien évidemment, et encore une fois, on a plus de licornes que certains veulent bien le dire. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est dans les gènes de BPI France que d'accompagner les entreprises dans différents secteurs, que ce soit en structuration, les aider à se structurer, donc en faisant un apport en investissant à leur côté. Je pense dans le domaine de la défense à Definvest, co-brandé avec DGA. On co-brande pas mal aussi de missions avec notre partenaire historique et Business France. C'est un véritable binôme, vous l'avez compris, avec Business France. Certes, eux sont, je dirais, le vecteur de l'accompagnement, le vecteur de la stratégie, et nous, on est le vecteur, je dirais, de la financier et de l'assurance. Et véritablement, lorsque il nous a été confié en janvier 2017 certaines tâches régaliennes, certaines tâches qui jadis étaient assurées par COFAS Garantie Publique. Donc, on a repris en janvier 2017 les garanties publiques, et aujourd'hui, on intervient au nom de l'État et pour le compte de l'État. Très clairement, ça complétait déjà des vecteurs qui étaient en nous et cette volonté d'accompagnement des entreprises, plus uniquement sur le territoire français, mais à l'international. Et ça se décline bien évidemment dans une panoplie d'outils relativement importante. On a un vrai continuum de produits qui permet d'accompagner, et je rejoins ce que tu disais, dans le long terme, parce que c'est ça qui est important, l'entreprise, donc très en amont, quand elle commence ses balbutiements. Il y a quelque chose qui n'est pas connu des entreprises, c'est qu'on fait aussi de la formation sous forme d'e-learning. Une PME-PMI un primo-exportateur, pour être très clair, qui se lance à l'international, peut former, entre guillemets, les personnes qu'elle désire projeter à l'international au travers un module qui s'appelle BPI Université. Et il y a des modules sur l'international qui permet, je dirais, sinon de former, mais de confirmer ou de se remémorer certains basiques du commerce international. Tu le disais tout à l'heure, le commerce, l'export commence aux limites de l'Hexagone. Des fois, il n'est pas forcément nécessaire de se projeter sur des pays très 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 lointains. Tu évoquais la Croatie il y a quelques instants. C'est vrai que c'est important aussi qu'une entreprise dimensionne ses ambitions à l'export en fonction de sa capacité aussi financière. Mais là, on peut pas lier, mais humaine. Voilà. Donc, je dirais, dans un premier temps, pour répondre à cette première question, l'international, c'est dans les gènes de BPI France. Est-ce qu'on peut citer, alors notamment pour les PME, les entreprises de la sécurité,
un ou deux axes sur lesquels vous pouvez très précisément, très concrètement, les soutenir, les accompagner pour aller à l'export? Alors, le produit, tu en as parlé un petit peu en définissant certaines dépenses éligibles. On a un produit que je qualifierais de tête de gondole, si j'ose dire. On n'est pas dans la distribution, mais presque. On distribue de la sécurité. C'est l'assurance prospection. C'est vraiment le produit phare qui va permettre, encore une fois, aux entreprises françaises de s'engager durablement dans une action de prospection sur un ou plusieurs pays avec un programme qui sera construit très souvent en partenariat avec Business France, parce qu'il est clair que ces entreprises, on va largement leur conseiller de faire des études préalables de marché, parce que pour ne pas partir à l'aveuglette. Je le disais tout à l'heure, des fois, il nous arrive de co-brander des missions dédiées par sectoriel. J'ai moi-même dans mes équipes des CAI Business France. Donc, il y a vraiment cette synergie totale qui va permettre à l'entreprise déjà d'établir un diagnostic et de construire un business plan. On le disait tout à l'heure, se lancer à l'international, c'est un programme. Ce programme, il sera au minimum sur 2 ans, voire sur 3 ans. Et nouveauté par rapport à ce qui se faisait par le passé, on va intervenir globalement sur ce programme. Quand je dis on va intervenir, on va financer. C'est l'assurance prospection telle qu'elle existait préalablement, c'était une indemnisation et une assurance a posteriori. Donc on faisait un constat, ça n'avait pas marché, on indemnisait. Là, on se donne les moyens d'accompagner les entreprises financièrement en leur donnant tout de suite 50% de l'aide qu'on va consentir. On va intégrer, donc, on va analyser un programme sur 2 ou 3 années. Qui dit programme dit budget. Ces budgets comprennent les frais que tu énumérais tout à l'heure. Classiquement, les frais de voyage, classiquement, les frais de séjour, classiquement, les frais d'études, classiquement, les études de marché confiées à des tiers. Également, les frais de fonctionnement d'un bureau local. Bon, ça ne sera peut-être pas la première année, mais ça sera probablement la deuxième. Je dis bureau local, mais ça peut être une filiale aussi. Encore une fois, se projeter à l'international sur certains marchés, indéniablement, il faut créer une structure et y mettre des gens de qualité. Donc, ça va être probablement recruter un VIE, voire quelqu'un de très cortiqué. Donc, c'est des coûts. Et ces coûts, on va les analyser et on va les assurer. Donc, l'intervention est simple. On prend le budget sur 2 ou 3 ans. On va intervenir à maximum à 65%. On ne veut pas que ce soit une subvention déguisée. On ne veut pas que ce soit... On veut qu'il reste un risque résultant pour l'entreprise, tout simplement pour la motiver. Et sur cette intervention à 65%, on va verser tout de suite 50%. L'entreprise va prospecter, l'entreprise va dépenser de facto, et quand elle aura engagé son budget, alors soit au terme de la période de prospection, soit avant, mais dès qu'il est engagé, on verse le complément. Et ce n'est qu'au terme d'une période de 2 ans, quand on définit une période de franchise, qu'on va faire un bilan. Et ce bilan, il va être très factuel. Elle va tout simplement nous informer du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur la période. 3 solutions. Si elle n'a pas fait de chiffre d'affaires, on lui demandera quand même de répéter une partie des sommes perçues, 30%. Et elle conservera le reste. Il y a quand même, encore une fois, ce côté assurance qui persiste. Et si elle a fait du chiffre d'affaires, on en retiendra une partie, 10% en l'occurrence, et c'est ces 10% qui permettront le remboursement des sommes versées. Donc, soit c'est une success story globale et l'entreprise nous aura remboursé à l'euro près. Alors, les périodes de remboursement ne sont pas brutales. Le constat, vous l'avez compris, se fait au terme de la période de franchise. Donc, c'est 2 ans après la période de prospection. Donc, ça peut être, on va considérer ou 2 ans de prospection plus 2 ans de franchise, ou 3 ans de prospection plus 2 ans de franchise. Et le remboursement s'étalera sur les 4 ans qui viennent, par trimestrialité, s'il y a du chiffre d'affaires. Donc, c'est, dans le meilleur des cas, une avance remboursable. Et dans le pire des cas, il y a ce phénomène à la fois encore une fois, de financement et d'assurance d'un échec relatif. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la tête de pont d'une démarche de prospection. Et encore une fois, on ne va pas la laisser au milieu du gué. Cette entreprise, elle a prospecté, elle a identifié du potentiel, elle a par nature, parce qu'elle a réussi bien sûr, elle a signé des marchés et on a après toute une gamme de produits pour lui permettre de sécuriser ce marché. Bon, traditionnellement, un produit que nous gérons aussi pour le compte de l'État qui s'appelle l'assurance crédit. Donc elle va venir
couvrir le risque d'impayé auprès de BPI-France, que ce soit, encore une fois, un acheteur privé ou un acheteur public. Alors là, on est tributaire de la politique crédit de l'État, mais qui est somme toute très ouverte. Elle a été définie en février dernier, et seuls 6 pays étaient interdits, surtout toute la planisphère. Donc ça permet de faire des choses quand même. Et puis bon, je pense que sur les pays interdits, personne n'ira. Quoique, il y a peut-être beaucoup à faire en sécurité. Donc voilà, ça c'est une chose, c'est sécuriser aussi le contrat et peut-être carrément aussi, pas à l'autre bout de la chaîne, mais quelque chose que l'on fait de plus en plus, c'est aussi apporter du financement pour ces contrats. Je suis exportateur, je suis sur le point, je négocie, j'ai répondu à un appel d'offres, j'arrive avec des équipements qui sont hors pair, bien évidemment, mais si je pouvais apporter un petit plus du financement, mon acheteur, il signerait d'autant plus. Pourquoi ? Parce que mon acheteur, il est dans un pays africain où les taux d'intérêt, ou l'endettement, entre guillemets, les taux d'intérêt sont dithyrambiques. Donc le fait d'arriver avec du financement, on appelle ça un crédit acheteur, tout simplement, permet en plus à l'offre d'être encore plus pertinente. J'amène mes techniques, j'amène mon savoir-faire, et en plus j'amène du financement. Donc ça, c'est encore une fois l'offre. Et puis après, on va construire aussi, en fonction d'autres besoins, qui signe des contrats à l'international, a besoin de mettre en place des cautions. On a un produit qui permet de garantir le risque caution. On va garantir le préfinancement. On est toujours très proche de nos partenaires, que ce soit bien évidemment des partenaires traditionnels Business France, mais aussi des partenaires bancaires. BPI France intervient très rarement tout seul. On a un produit qui va venir en complément de l'assurance prospection, qui s'appelle le prêt de croissance international, qui permet, je vous disais tout à l'heure qu'on accompagne depuis de longue date les entreprises françaises. Ce prêt de croissance international, c'est un prêt qui va permettre à l'entreprise de structurer sa démarche internationale. Et ça peut être tout à fait complémentaire à l'assurance prospection. Sauf que là, c'est un prêt, donc il faudra le rembourser. Mais ça sera un prêt sur 7 ans avec un différé d'amortissement de 2 ans. Donc je ne rembourserai que quand je commencerai à avoir les fruits, entre guillemets, de mon effort de structuration. Ça peut permettre tout simplement de financer la création d'une filiale ou de financer, pourquoi pas, la création d'une filiale ou pourquoi pas en partie le rachat d'une société cible. Il y a un fonds dont je vous ai pas parlé, mais je vais le faire tout de suite, qui s'appelle FBI. Vous voyez, on est déjà dans le domaine de la sécurité, c'est FBI. Donc ce fonds international, alors il s'adresse aux PME, plutôt aux PME, PMI familiales, qui se projettent à l'international, qui ont trouvé à l'étranger une cible qui leur permettrait de gagner du temps en matière de positionnement sur le marché. Bien évidemment, l'entreprise est un petit peu réticente quant à faire rentrer, elle est familiale, à faire rentrer à son capital des investisseurs, même nous, et on va lui proposer, nous, d'entrer au capital de la société qu'elle veut racheter, et non pas à son capital. Et ça peut largement l'aider à racheter, entre guillemets, la cible, qui va lui permettre tout de suite de gagner 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans dans le positionnement de marché. Alors, je suis désolé, je pourrais être dithyrambique, je sais que le temps m'est compté, mais voilà une aperçu de ce qu'on offre. En fait, encore une fois, je le dis tous les jours aux entreprises que je rencontre pas mal, c'est quand vous avez un problème, n'hésitez pas à nous en parler, on a probablement une solution. Merci beaucoup Didier Biche. Alors effectivement, c'était peut-être court parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres offres, mais c'était quand même très complet. Je pense qu'on a eu un aperçu quand même assez précis. Delphine, j'aimerais qu'on bénéficie finalement de ton témoignage, que tu partages avec nous, l'expérience qui est la tienne au cœur donc de d'Everywhere, qui se développe de plus en plus à l'international, qui a vraiment connu cette démarche, qui a initié une vraie culture de l'international au sein du groupe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux partager peut-être en revenant aussi sur ce qui a été évoqué, à la fois le travail qui est conduit avec les différents acteurs, puisque Everywhere s'est appuyé et s'appuie toujours sur la fois BPI, Business France, la DCI, les ASI dont on parlait tout à l'heure, et voir effectivement comment ça se passe pour une PME quand elle part finalement un peu à l'aventure. Alors, en tout cas, merci pour ce temps de parole. Et en effet, les différents acteurs, je les ai rencontrés, et Nicolas, on a différents pays sur lesquels on a travaillé en commun.
Alors, juste pour resituer, au cas où certaines personnes ne connaissaient pas d'Everywhere, on est donc une PME de 16 ans, basée sur des services sur la géolocalisation en temps réel dédiés à la sécurité. Notre marché historique est régalien. Donc, une fois qu'on a occupé la France, on a naturellement pensé à l'international. Et puis, on reste une PME qui grandit progressivement. Donc, on a des temps limités, aussi bien en moyens financiers qu'en moyens humains. La BPI nous accompagne au quotidien, déjà en France, sur nos problèmes historiques, car les problèmes de paiement ne sont pas seulement à l'international. Il n'y a pas que les Africains qui ne paieraient pas bien. Voilà. Bon, mais outre cela, en fait, on a historiquement ouvert notre premier bureau à Dakar, au Sénégal, en 2010, et on s'est créé en 2003. Donc 7 ans après, la société est rentable. Et l'appel de l'international en disant mais ça marche si bien en France, mais pourquoi d'autres États ne seraient pas convaincus de notre action, comment nous pouvons sauver le monde. C'est pas aussi simple que ça, bien sûr, ça se serait. Mais si on parlait de déploiement à l'international, en 2013, on a ouvert en Espagne, à Barcelone. En 2016, à Montréal. Et si tout va bien, j'aimerais annoncer d'ici la fin de l'année un bureau en Amérique du Sud. Et alors, quand on regarde vos chiffres que vous donnez au bout de 3 ans, il faut 3 ans pour avoir de l'argent, gagner de l'argent. Je vous dirais que historiquement, en effet, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui nous ramène de l'argent, ça fait 9 ans. Et après, d'autres marchés où on marche, et ben, c'est l'Espagne. Donc, on est à peu près traditionnel sur ce travail-là. Après, on est aussi un mix, finalement, on illustre assez bien ce que vous avez dit, donc je ne vais pas vous répéter, mais par exemple, sur l'Espagne, ben, on arrive par l'innovation. C'est-à-dire que parfois, l'innovation, on n'arrive pas à la faire directement en France, parce que la France n'a pas toujours un temps d'avance, mais on utilise des projets collaboratifs européens et on met en application des solutions qui ne sont pas encore à jour. Alors, sur l'Espagne, par exemple, on est sur l'urgence, la nouvelle génération du 112, le problème de la 5G. On a mis en place une plateforme qu'on a développée et testée avec différents partenaires européens. Alors, on est en discussion, bien sûr, avec la France. Mais les premiers clients, bah, c'est l'Espagne. Mais c'est vrai qu'on a des bureaux sur place, j'ai des commerciaux, j'ai des gens qui rencontrent les institutions au quotidien. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Mais on n'a pas seulement ces filiales, on a aussi ces fameux salons qu'on voit. Nous recevons très régulièrement ces 1001 messages de la CCI, de Business France, du MEDEF international. Et on a en effet des emballements sur certains. La direction générale a des contacts, des réseaux. Tout le monde connaît quelqu'un et qui nous conseille d'y aller. Alors, si je vous raconterais, il y a les belles histoires. Donc, on va parler des belles histoires ou des histoires où on s'est arrêté avant que ça coûte trop d'argent aussi. Auquel moi, par exemple, j'ai participé personnellement. Il y a, par exemple, MEDEF International organise des événements qui vous permet d'avoir accès à un niveau de très haute qualité. Vous rencontrez Moi, par exemple, je suis allée en Argentine, et ben, j'avais le directeur de cabinet du Premier ministre. Vous pouvez rencontrer Macri, donc le président de la République argentine. Vous pouvez rencontrer le maire de Buenos Aires. Et vous avez des moments, on va dire, privilégiés pour poser des questions, interpeller, prendre des contacts qui sont très bien. Ça ne suffit pas, bien sûr. Ça serait trop simple, ça se serait. Si parler à un ministre, ça suffisait. Et pourquoi est-ce qu'on avait répondu positivement à ce voyage en Argentine ? C'est parce qu'on avait quelqu'un qu'on connaissait, qui connaissait le cousin du ministre. Bon, c'est comme ça, parfois, que ça arrive. Donc, on avait plein de petits réseaux. Et puis, il y a ce voyage du MEDEF. Mais en même temps, on se dit, j'aimerais bien mieux connaître ce pays, même si BPI France ne nous le recommandait pas. Je tiens à vous le dire qu'à ce moment-là, ce n'était pas dans les pays financés. Donc, on avait... Ça a évolué, je sais. Non, justement, notamment sur tout ce qui est public, ça n'a pas changé. Bon, on en reparlera. Donc, en tout cas, sur ce pays, voyant des contacts personnels par ce réseau que vous pouvez connaître et vous avez tous en tant qu'entreprise, on a décidé de travailler un peu plus sur le fond. Et comme on a pu faire l'expérience de ce qui a marché ou pas marché sur d'autres pays, on s'est dit de faire un point avec Nicolas, que j'avais rencontré à sa prise de poste, donc en présentant voilà sur quoi je travaille, voilà ce qui m'intéresse. On négocie des prix, voilà, avec Business France, et on cherche à avoir une étude un peu personnalisée sur ce qu'on cherche nous. Et donc, j'ai quelqu'un en contact avec moi, avec qui je travaille sur une étude pays. Elle me rend un résultat, je sens que parfois on se comprend plus ou moins bien, on retravaille dessus, et on se rend compte qu'il y a un potentiel. Donc, on valide le rendez-vous avec le MEDEF International
Et puis après, une fois qu'on a un potentiel, on veut des rendez-vous personnalisés. C'est-à-dire qu'on mixe, j'arrive avant le rendez-vous du MEDEF, je reste plus longtemps, et on arrive à faire à la fois les rendez-vous prestigieux qui permettent d'avoir des points de contact, les rendez-vous très pratiques, et puis avec un alignement des étoiles. Parfois, ça arrive aussi, on peut avoir des belles opportunités. Donc oui, je vous dirais que c'est un peu une alliance de tout ça. Nous, en tant que PME, on a une volonté de s'exporter. Après, avec Business France, on a pu tenter, je vous dirais, une fois, il y avait une opportunité sur une crise qui avait lieu au Québec. Et donc, on a rebondi dessus. Contactez-nous en direct des gens via du réseau. Et ça marchait bien. J'ai demandé à Business France d'étudier un peu plus en détail et ça n'a pas marché plus que cela. Alors, on avait nos contacts directs, mais finalement, on n'a pas décidé d'implémenter notre solution sécurité civile plus en avant car on n'avait pas d'accord dessus. Et donc, on choisit après parce qu'une PME peut avoir plusieurs gammes de produits et il faut former des commerciaux sur différentes solutions. On rencontre différents partenaires. Il faut aussi s'adapter sur l'Afrique. On n'a pas vendu exactement ce qu'on fait en France. On a trouvé un très bon partenaire qui a su adapter au marché africain notre business model, notre produit, et puis le mode à l'africaine qui est au quotidien. Il faut les voir, les relancer, sécuriser le paiement, patienter. Donc là, c'est tout un travail de longue haleine. Mais c'est vrai que la DCI internationale, en tout cas le bureau partenariat, sont des gens extraordinaires qui répondent très vite à nos demandes. Quand on veut aller sur un pays, moi je sais que sur l'Argentine, on avait, grâce à eux, rencontré le ministre lors de poursuites, de rendez-vous, et on a le ministre de la Sécurité. Et là, l'ASI est capable de dire, la France, on les a choisis parce que ce sont les meilleurs. Alors ça ne fait pas tout, mais ça aide quand même. Voilà. Après, il suffit que la BPI nous aide sur un financement auprès de l'État argentin. Voilà, donc il y avait l'appel à vœux, il a été lancé un petit peu plus tôt que prévu. Il y en aurait d'autres. Pour prendre le cas de l'Argentine, effectivement, alors monter un financement, effectivement, en crédit export, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais je ne l'ai pas forcément précisé, mais systématiquement, quand on finance, on s'adosse en risque en assurance crédit. Et là, on est tributaire de tout simplement de la politique crédit de l'État. Et aujourd'hui, toujours, malheureusement, sur l'Argentine, on fait du privé, mais on ne fait pas du public. Donc en fait, tout ce qui est du risque sur acheteur public, on ne couvre pas. Alors j'entends. Alors après, nous, en tant que PME, on fait face à l'international, car il y a une concurrence internationale, et on va dire des États auxquels on fait face. Vous savez que sur la sécurité, on a quand même des pays qui sont très bien organisés face à nous. Alors moi, sur l'Amérique du Sud, je vous dirais que je rencontre Israël. Ils ont une politique diplomatique et économique beaucoup plus agressive que la nôtre. Je suis ravie de l'accompagnement au quotidien de tout l'ensemble de l'équipe qu'on nous présente, mais on se rend compte qu'on est beaucoup moins armés, malheureusement, que d'autres. Malgré l'ouverture, il y a une question de crédit. Donc voilà, il faut faire face à ça. Après, il y a l'équipe de meute. Moi, je sais que quand je rencontre des Chinois, par exemple, quand j'étais au Brésil, grâce au MEDEF, j'ai échangé avec le maire de Rio, qui trouvait ça très intéressant. Et quand on avance commercialement, il me dit, mais alors la Chine me donne gratuitement. Non, gratuit, non, non, on peut faire des tests, mais gratuit. Et en fait, ils ont trouvé un accord, ou même les États-Unis, qui financent en fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes payent, vendent, en fait, achètent les solutions de leurs produits. Et donc, la PME s'y retrouve, elle fait de l'export. Mais là, on n'en est pas là sur la France. Donc c'est vrai que parfois, on n'est pas toujours face au niveau de la concurrence internationale. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, on a une inégalité. Est-ce que, donc là, on a vu effectivement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne bien. Les PME ont aussi besoin, alors, indépendamment de certains pays où on comprend qu'il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui sont beaucoup plus larges, effectivement, bien qu'on entende cette problématique de la concurrence internationale qui est parfois très agressive, et on le sait évidemment. Quels seraient aujourd'hui les besoins pour... on voit que ça fonctionne, mais on sait aussi qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours essayer de s'améliorer avec un écosystème qui bouge aussi énormément. Quels seraient aujourd'hui peut-être les 2-3 points dont les PME pourraient aujourd'hui avoir besoin et qu'on peut exposer aux différents acteurs pour peut-être réfléchir ensemble aussi à faire améliorer le process? Alors moi, je vais rebondir sur dans les tips que donnait Nicolas sur l'agent local. Alors, il est vrai que revenir régulièrement, relancer, vous avez le décalage horaire, vous avez la langue, vous avez beaucoup de contraintes. Et en tant que PME,
On est tenté d'aller partout, mais il vaut mieux se concentrer parce qu'un pays demande beaucoup d'énergie et de temps. Et puis après, il faut avoir le bon représentant. Alors, parmi les missions que j'avais demandé à Business France, c'est de m'identifier des partenaires locaux. Il y en a certains qui sont plus ou moins pertinents. Et on se rend compte que parfois, ceux qui sont représentés, c'est ceux qui sont très présents au niveau de l'ambassade, donc ils sont très connus. Mais est-ce que c'est les meilleurs? Je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on peut avoir ce filtre qui nous permet, nous, PME, alors qu'on vient juste de rencontrer ce regard? Il y a parfois éventuellement un peu d'intelligence économique. Si on pouvait avoir ce regard objectif, je sais que parfois, il y avait cette idée qu'on ne peut pas classer les gens, mais un service par quelque part qui nous permet d'avoir un regard. Alors, j'ai vu des services parfois sur l'honnêteté bancaire de ces personnes, le casier judiciaire de ces personnes, qui fait qu'on a ce filtre au moins qui nous permet, nous, petites PME, qui avons 16 ans et n'ont pas ce regard de qu'est-ce qu'il en est dans ce pays local, ça nous aiderait. Après, on sera convaincu par une personne, par son énergie, ce sera notre prise de risque humaine. Mais ce regard... Parce qu'on a, dans mon groupe, eu des expériences où, en effet, on va dans un pays toujours de langue hispanophone. Et premier contact, on présente quelque chose et ça marche. Ils sont super intéressés. Ils nous disent, on fait un appel d'offres, c'est maintenant. Les équipes commerciales s'appliquent à répondre dans la langue du pays, avec beaucoup d'efforts. Elles font un effort financier pour convaincre. Et là, au moment de la retour, on leur explique que bien non, désolé, en fait, il y a un accord commercial avec un autre pays et c'est réservé à un autre pays. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, ce CCTP a utilisé l'autre pays pour qu'il développe un produit concurrent, issu de nos projets. Là, à quelqu'un local, après maintenant, on a des agents locaux qui savent faire pour que, même si l'accord commercial international existe, eh bien, on écrit d'une façon qui fait que ça marche. Donc là, c'est nécessaire. Mais avoir quelqu'un d'honnête, parce que moi, j'ai vu des gens venir à moi, alors qui vivent toujours depuis 30 ans dans le pays et qui vous expliquent qu'ils savent tout et tout et tout. Je sentais C'était que de l'instinct. Mais certaines fois, l'instinct m'a fait m'arrêter. J'aimerais bien avoir ce filtre. Ça fonctionne quand même. Il faut savoir aussi s'écouter. Peut-être, Nicolas, une réponse oui, pour Delphine. Parce que ça, on sait que c'est critique pour les entreprises, donc il faut pouvoir adresser un volant de personnes qui puissent représenter ou distribuer le produit. Et c'est vrai que chaque entreprise est particulière. Donc déjà, ça va demander une recherche ad hoc, puisqu'il y a toujours des gens qui tournent autour de l'ambassade parce qu'ils ont appris le français à un moment donné. Donc effectivement, on les connaît en général. Je sais. C'est ça. C'est vrai que voilà, c'est des gens qui ont peut-être envie d'être invités au 14 juillet de l'ambassade après. Mais c'est vrai que d'une façon générale, si on veut être précis dans ce qu'on fait, il faut qu'on trouve un distributeur qui soit compétent dans le secteur de l'entreprise. Et donc à chaque fois, ça va être... alors les marchés sont plus ou moins grands. Je peux faire la comparaison entre le nombre de distributeurs et d'agents que je pouvais trouver au Chili et celui que je pouvais trouver dans la région de Chicago. C'est pas du tout le même nombre. Donc là aussi, on a l'embarras du choix. Il y a des moments où des fois, on peut être un peu moins sélectif. Mais par contre, ça c'est vrai que il faut absolument faire remonter à l'ambassade dès qu'un problème survient avec une entreprise sur un appel d'offres. Parce que là, effectivement, il y a un aspect réseau qui est hyper important pour nous et c'est là-dessus aussi qu'on fonctionne puisque le commerce, finalement, c'est de la confiance. Donc, il faut absolument le signaler en l'ambassade, le signaler à Business France, donc du coup, ici, pour éviter de reprendre ce type de personnes quand on sait qu'il y a une faille de sécurité. Oui, il est vrai que parfois, moi, j'ai pris part à le COFIS avait organisé un voyage export au Mexique. C'était, alors il y avait des plus et des moins, mais à un moment, on avait une société qui était présente, qui se présente comme française, et quand on parle avec elle de ses produits, c'était un Israélien, mais qui avait un bureau en France. Il me dit, je suis française. Et c'était la représentante en tant qu'ambassade de France. Et sur le coup, ça m'avait un peu interloqué. Je fais, non, ça marche très bien, vous n'avez pas besoin de passer par l'ambassade de France. Je fais, oui, mais on a des bureaux à Paris. Enfin, ça ne vous fait pas vous? Non, société française. Peut-être un dernier point, et puis ensuite on poursuivra, si vous le voulez bien, ces échanges peut-être de façon un peu plus informelle autour du cocktail, où on pourra donc continuer à échanger, et puis avec nos invités également. Mais Nicolas, il y avait aussi, puisqu'on parle des différents éléments qui sont mis à disposition, qui sont créés, et notamment pour les PME et les ETI dont on a beaucoup parlé ce soir, puisqu'on a bien compris les grands, finalement, ont des structures suffisamment adaptées pour y aller. Il y a notamment une actu dont on peut peut-être parler, parce qu'à l'export, il y a la question des offsets qui revient
revient souvent et qui est aussi une vraie problématique pour les PME. Ces compensations industrielles, effectivement, on parle souvent d'offset, mais il faut quand même expliquer que ce sont ces compensations industrielles qui coûtent effectivement beaucoup. Et il y a un guide qui vient de paraître, absolument. auquel a Du coup, je vous présente Business France. votre nouveau livre de chevet, donc, qui a été présenté mardi dernier. Voilà, pour les insomnies. En tout cas, c'est une étude sur laquelle on a juste participé à notre humble niveau, mais qui a été commandée, effectuée par le GIFAS et menée par les CCEF. Donc vraiment un guide pratique qui est à disposition de tous au format numérique également et qui aide PME, mais aussi, puisque les grands groupes sont en général un peu plus rompus, puisque quand on parle d'offset et de compensation industrielle, on est quand même sur des montants de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'est pas des tout petits contrats, mais par contre, ça peut être une opportunité pour les PME. Comme on le disait, par exemple, dans le cadre du contrat Australie, le fait qu'un grand donneur d'ordre signe un grand contrat dans un pays étranger, c'est aussi l'opportunité pour des plus petites entreprises qui ont l'affinité française, finalement, de venir dans son sillage et de profiter d'un programme d'offset, puisque finalement, pour elles, c'est l'occasion de rentrer dans un marché, d'aller distribuer ses produits ou d'aller les produire et de les vendre à d'autres entreprises que le donneur d'ordre initial. Donc ce guide, voilà, ça peut être aussi pour votre culture générale. Donc il est présent ici, il vous rappelle un peu les fondamentaux, déjà la définition de ce que sont les compensations industrielles. Et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant à la fin, vous avez un certain nombre de fiches par pays. Donc vous avez la Turquie, la Chine, non pas la Chine, pardon. Je sais plus. Oui, c'est l'Australie, Canada, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, l'Inde, ô combien compliqué, Malaisie et Turquie. Donc là-dessus, vous avez également quelques fiches pratiques et puis aussi les do's et don'ts. Donc quand vous commencez à avoir ce type de conversation si vous avez un gros contrat, et là vous avez des choses à négocier, tous les tips sont à l'intérieur de ce guide disponible. Donc je donnerai le lien éventuellement à Mélanie et puis tous les organisateurs de la sécurité pour le diffuser. Vraiment, je vous le conseille. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre expertise, votre regard, vos recommandations aussi. Je vous propose qu'on poursuive donc les échanges autour d'un cocktail où peut-être que certaines questions, je dirais peut-être un petit peu plus privées en one-to-one, vous seront adressées. Moi, j'ai été évidemment ravie de vous accompagner sur cette 10e édition et on se retrouve à la rentrée en septembre. Ce sera le 26, toujours ici, et on parlera sécurité maritime et Smartport. Et j'en profite juste pour présenter Julien Coucheron qui est dans l'équipe sécurité, donc qui pourra également répondre à un certain nombre de questions, qui est dans l'équipe. Qui effectivement est l'équipe Business France avec donc Frédéric Rossi. Merci infiniment et on poursuit notre soirée autour d'un cocktail. Merci beaucoup de votre présence.